Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour parler de SEO et de content marketing. Donc, je suis ici pour vous présenter une petite conférence que j'ai bien préparée avec pas mal d'éléments qui vont être, j'espère, très intéressants. Le but, ça va être de transformer tous les défis dont vous nous avez parlé précédemment en opportunités et aller voir comment faire pour pouvoir euh, exploser cette année 2024 avec des super belles perfs. Je m'appelle Léo Poitvin, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais du SEO depuis maintenant quelques temps. Et donc, je suis consultant SEO indépendant depuis peu de temps. J'ai longtemps été employé. Je suis je pense, un des rares SEO qui, avec 6, 7, 8 ans de SEO dans les pattes, est resté employé autant de temps. Mais ça a été un plaisir. J'ai appris plein de choses et j'ai pu collecter plein d'expériences dont je vais vous faire part aujourd'hui. Donc, je me présente très rapidement. 3 points, 3-4 points, histoire de vous faire voir un peu voilà, quelles sont mes forces, faiblesses, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, pourquoi est-ce que c'est intéressant de venir discuter aujourd'hui. Alors qu'il est, je vis en Thaïlande. Et donc là, à l'heure où je vous parle, il est 9h30 chez vous, mais il est 15h30 chez moi. Euh, Pourquoi est-ce que je suis en Thaïlande? À la base, je suis venu ici pour des raisons professionnelles. Je suis venu ici pour un emploi de Head of SEO à la tête de Green Tomato Media, qui est une très bonne entreprise qui fait de l'affiliation majoritairement. Et donc, je suis resté pour le perso parce que je suis tombé amoureux de ce pays. Assez simplement, c'est un pays magnifique où il fait extrêmement bon vivre. Et donc, j'ai vraiment apprécié vivre dans ce pays et je continue d'apprécier le quotidien. J'ai essayé beaucoup de pays, j'adore voyager, mais alors qu'il est, mon cœur est à la Thaïlande. J'ai commencé ma carrière de SEO, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, chez Cdiscount. Donc, c'est là-bas où j'ai eu mon premier vrai emploi en tant que SEO. Et donc, je connais très bien toutes les problématiques orientées grand compte, tout ce qui est situation de politique interne et toutes les stratégies qu'on peut avoir pour des sites à très grande échelle. Donc, c'est très intéressant de commencer ma carrière là-bas et ça m'a fait. J'ai commencé chez les plus grands, on va dire, c'était vraiment excellent. Et ensuite, j'ai continué mon aventure. Donc, ça fait maintenant, ouais, voilà, ce que je disais, 7 ans, 8 ans que je fais du SEO pour le moment. J'ai continué mon aventure après Cdiscount par de l'affiliation dans un domaine qui était ultra compétitif, qui est le domaine des jeux d'argent en général. Et donc, j'ai fait 5 ans dans ces domaines-là où j'ai gravi les échelons rapidement en commençant en tant que SEO exécutif à faire des tâches relativement basiques sur un marché secondaire, puis en allant prendre des postes de Head of SEO dans des boîtes très intéressantes, typiquement chez Green Tomato Media où j'ai fait des belles choses. Donc voilà, ça a été une grosse aventure et j'espère que toute cette aventure m'a permis de collecter assez de données et qu'aujourd'hui, alors qu'il est, je suis ici pour vous les donner, pour vous offrir toute mon expérience. Combien de contenu ai-je commandé? On est ici pour parler de contenu. Donc, on va parler de contenu. Euh, voilà, là, on parle de nombre de mots, c'est pas le nombre de contenus, donc 18 millions. C'est l'estimation de ce que j'ai commandé approximativement en nombre de mots. Je pense que la réalité est peut-être un peu plus faible, peut-être qu'on est autour de 12, entre 12 et 10 et 12 millions. Mais en gros, sur les équipes que j'ai managées, sur les rédacteurs que je manageais, sur des grandes quantités, je pense que j'ai commandé en moyenne 300 000 mots par mois sur des dizaines et des dizaines de sites. Et donc, ça donne pas mal d'expérience, pas mal de retours d'expérience. J'ai pas mal de connaissances maintenant sur qu'est-ce qui fait un bon contenu et qu'est-ce qui fait qu'un contenu rank ou pas, qu'est-ce qui fait qu'il y a une bonne stratégie ou pas. C'est ce que j'ai collecté avec 18 millions de mots investis non pas à mes frais, mais aux frais des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Et donc, c'était très intéressant. On va parler de pas mal de choses dans cette présentation. J'ai noté là en gros 6 grands points qu'on va aborder. La présentation globalement va être orientée sur qu'est-ce qui fait qu'un contenu est un bon contenu SEO, comment est-ce qu'on fait un bon contenu SEO, quelles sont les choses qui font qu'un contenu SEO est bon. Et voilà, tout ce que j'ai collecté comme expérience, je vais vous le redonner aujourd'hui. Assez simplement, on va passer par de l'intention utilisateur, qui est une chose que je trouve est globalement pas super bien définie, mais je vais vous l'expliquer plus en profondeur. La pyramide inversée, élément central du contenu en SEO. Comment se démarquer? Plus que pour les internautes, comment se démarquer pour Google? Parce que alors qu'il est, se démarquer pour Google est quelque chose qui est nécessaire. Les fondamentaux de l'EAT et donc des aspects HIT qu'on a l'habitude de discuter un peu entre SEO. Une petite partie image et visuel parce que contenu sans image et sans visuel, ça serait peut-être un peu abusif quand même, mais un peu indigeste à lire. Et enfin, on va partir sur la densité de l'information. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Préparez vos questions. Si vous voyez des choses à droite, à gauche qui vous intéressent dans ce plan, dans ma présentation, notez vos questions de côté. J'y répondrai à la fin. Alors, déjà, on va commencer par parler. Je vais vous mettre un petit écran instant tips quand je vous envoie un tips, quand je vous envoie une info, quand je vous envoie un truc qui est intéressant, qui est actionnable. J'ai vu pas mal de fois que des gens étaient un peu inquiets vis-à-vis de la SGE. Et moi, le premier, j'ai été très inquiet vis-à-vis de la SGE. Donc, SGE, c'est Search Generative Experience. C'est ce qui permet d'avoir des réponses intelligence artificielle directement dans Google. Donc, la SGE, c'est un truc qui inquiète pas mal de gens. Et alors qu'il est,
Si on me disait que la SGE était le rendu intelligence artificielle de ChatGPT, je saurais plus ou moins à quoi m'attendre. Je saurais à quoi ressembleraient les rendus en SGE parce que je sais comment se comporte ChatGPT. Parce que j'ai utilisé ChatGPT des dizaines et des dizaines de fois. Mais maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est Gemini qui va rendre la SGE, qui va rendre l'intelligence artificielle, ce qui était Bard avant, qui a été transféré en Gemini. Et donc, si vous voulez apprendre à mieux comprendre la SGE, parce qu'en fait, savoir dominer quelque chose, c'est savoir le comprendre avant tout, utilisez Gemini. Commencez à utiliser Gemini au lieu de ChatGPT. Et donc, dans toute cette présentation, vous allez voir plusieurs fois, je vais utiliser Gemini au lieu de ChatGPT. C'est quelque chose que je fais régulièrement maintenant pour mieux comprendre les différentes IA et notamment pour mieux comprendre la SGE qui va nous tomber dessus à un moment ou à un autre. Donc, on va commencer par parler de l'importance de l'intention utilisateur. Votre utilisateur se pose une question, quelle est-elle ? On va définir ça comme ça. Et en fait, souvent, on décrit le concept d'intention utilisateur comme ça. On dit que on parle d'intention informationnelle, navigationnelle, transactionnelle, avec des buts qui sont différents. Un but d'arriver sur un site, un but de faire un achat, un but d'obtenir une information. C'est vrai, mais c'est pas assez en fait. Alors je pense que c'est clairement pas suffisant pour parler de qu'est-ce qu'une requête, qu'est-ce que la personne vient chercher avec une requête. Et donc, quand je le décris, moi en général, je le décris de cette manière, je me demande, c'est quoi la question que se pose l'internaute qui est en train de taper ce mot-clé ? Si quelqu'un est en train de taper quelque chose comme, je sais pas moi, panneau solaire à jeun, qu'est-ce qu'il est en train de se poser comme question ? Qu'est-ce que c'est que l'information qu'il vient chercher ? Qu'est-ce qu'il a envie d'avoir au final ? Et le but, ça va être de structurer notre réponse, de structurer notre page, de structurer notre manière d'interagir avec lui, comme si on répondait à l'oral, de frame sa requête en tant que question et d'aller chercher ça. Des fois, il y a des choses qui vont amener plusieurs questions potentielles. Dans ce cas-là, potentiellement, on va faire plusieurs pages. Au lieu de faire une seule page, un titre, une question, une page, on va pouvoir en faire plusieurs. Je fais un petit big up à 12page.com, qui est pour moi un très très bon service, qui est gratuit, qui a été développé par Amaury Duval, qui est un très bon gars et qui nous met ce truc-là gratuitement. Je vais vous faire quelques présentations avec 12page.com sur des choses qui sont intéressantes. Donc, voilà, instant tips, on utilise Gemini. On rentre direct dans le cœur du sujet. On ne va pas être là que pour de la théorie, on va rentrer dans de la pratique. Typiquement, voilà, j'avais un client qui me parlait d'une requête qui s'appelait photovoltaïque à jeun. Et donc, si quelqu'un tape photovoltaïque à jeun, quelle est la question qu'il est en train de se poser ? Donc, on demande à Gemini, parce que c'est Google qui va répondre à ces questions, c'est Google qui va le définir. On peut nous-mêmes faire une liste de questions si on le souhaite. On peut demander à l'IA de le faire, c'est viable aussi. Et tout va partir de là. Cette étape-là est presque la plus importante de toutes. Et donc, plusieurs questions possibles. Mais la question principale d'après Gemini, c'est est-ce qu'il est possible d'installer des panneaux solaires photovoltaïques à jeun et combien est-ce que cela coûterait ? Et on a d'autres questions en dessous, notamment quelles sont les entreprises de panneaux solaires à jeun, quel est le potentiel solaire d'Agen, etc. Donc là, on pourrait se demander, ok, on a une liste de pages, une liste de questions que se posent les gens. Est-ce qu'on va faire une page ? Est-ce qu'on va faire 2 pages ? Ou est-ce qu'on va faire quelque chose d'autre ? Donc, on va essayer l'outil 1-2page, donc 1-2page.com. Essayez-le, je vous jure, ça vaut le coup. Et donc, ce que je fais de 1-2page.com, c'est qu'au lieu de comparer des mots-clés, parce que là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul mot-clé, c'est photovoltaïque à jeun, je vais comparer des questions pour savoir si les questions ont les mêmes pages de résultats ou pas. Donc là, par exemple, en l'occurrence, sur la première requête, est-il possible d'installer des panneaux photovoltaïques à jeun VS une deuxième requête, donc une deuxième question. Quelles sont les entreprises de panneaux solaires à jeun ? Google nous dit, parce que 1-2page.com se base sur les serveurs Google, qu'il faut créer une seule page. De l'autre côté, si par exemple on demande quel est le potentiel solaire d'Agen et est-il possible d'installer des panneaux photovoltaïques à Agen, on est sur 2 questions différentes et donc on a 2 pages différentes qu'il faudra créer. Donc là, ça nous permet de rassembler ensemble parfois la même question ou des questions différentes et donc de se dire ça par exemple c'est une seule page et une seule question et on répondra tout dans la même page ou c'est 2 pages et 2 questions. Donc les intentions pour moi c'est des questions et il faut les définir plus près et plus finement. Alors la SGE, on va parler de SGE aussi, c'est un sujet qui a pas mal été abordé dans le sujet, dans les problèmes que vous avez en 2024 et les challenges que vous avez pour 2024. La SGE n'est disponible qu'aux États-Unis, alors pas qu'aux États-Unis, honnêtement, elle est disponible dans beaucoup plus de pays, États-Unis, Japon et un paquet d'autres, je crois que c'est en Inde aussi, je suis pas sûr à 100%, ouais, je vois dans l'audience qu'on me confirme que c'est l'Inde. Donc je l'ai utilisé avec les États-Unis moi personnellement parce que c'est là où les SERPs sont les plus développés et que c'est là que la SGE est la plus développée. Et donc voilà, j'ai fait le test par exemple SGE, Solar Panel Washington. Est-ce qu'on a quelque chose qui sort, comment est-ce que ça sort, etc. Et donc ça sort sur Solar Panel Washington. On a le bloc IA, donc la SGE ressemble à ça. Vous verrez, bloc intelligence artificielle. Toutefois, ça ne sort pas sur toutes les villes. Donc sachez que là, j'avais essayé 5 villes différentes et ça ne sortait que sur Washington. Donc globalement,
Le local, alors voilà, ça va être je vais vous donner des analyses très globales qui sont ultra incertaines, mais c'est ce qu'elles valent et il vaut mieux se préparer avec de l'incertain que pas être préparé du tout. Le local sera sûrement légèrement épargné en fonction de la quantité de données que Google a par SERP, etc., par la SGE, ou peut-être simplement que le domaine des panneaux solaires sera écarté, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est plus une question de local. Ensuite, voilà, ça c'était toute la petite partie intention de l'information et comment est-ce que Google va aller taper les intentions avec la SGE ou pas. Donc assez intéressant. On va ensuite parler de la qualité de l'information. Il y a quelque chose dont on parle souvent, qui est souvent un truc un peu dangereux. On dit souvent, voilà, si tes informations sont fausses, tu ne rankeras pas sur Google. Et moi, je pense que c'est vraiment, enfin, c'est le cas, et que si les informations sont fausses, on perd de la crédibilité, primo, et ça, c'est pas quelque chose que vous souhaitez. Mais aussi, on aura clairement une situation, un problème de ranking, je pense, parce que Google a des moyens de vérifier certaines informations. Et donc, ayez des informations qui soient vraies. Comment avoir des infos correctes? Plusieurs choses. C'est un peu de la bonne conscience. Je sais plus comment est-ce qu'on dit exactement. Mais voilà. Demandez les informations à vos fournisseurs. Si vous avez des produits du e-commerce, que vous vendez quelque chose, etc., demandez l'info au fournisseur parce que c'est la meilleure info. C'est lui le fabricant, donc c'est lui qui vous donnera la meilleure info. Cherchez sur Internet, mais toujours recouper 2 ou 3 sources sur Internet. Voilà, j'ai travaillé dans des univers où il arrivait que certaines fois, il y avait des gens qui donnaient des informations, c'était pas les bonnes. Donc en fait, on se retrouve, on doit aller recouper ça. Sur les cryptos, il y a des gens qui divulguent des mauvaises informations. Si votre rédacteur, si la personne qui rédige va n'utiliser qu'une seule information, souvent, c'est risqué. On part sur quelque chose de très risqué. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez miser sur la relecture par un expert. Ça, c'est toujours une bonne manière de faire. Si vous avez un expert sous la main qui relit, que ça lui paraît cohérent, en général, on évite les grosses bourdes, du moins. Et enfin, quand je parle d'information, là, je parle souvent d'information, de pure information. De savoir qu'un canapé, il fait 1,20 m, par exemple. Ça, c'est une information. Elle est exacte, elle est fondamentale. Et elle n'est pas, c'est pas subjectif. C'est de l'information objective. Donc là, quand je parle d'information, ici, je parle d'information objective. On peut aussi donner de l'information subjective, mais il est important de définir et de dire que c'est une information subjective et de la frame et de l'encadrer comme telle. N'utilisez pas l'IA pour les informations qui ne sont pas evergreen, donc qui ne sont pas des informations perpétuelles dans le temps. Par exemple, il y a des données sur la planète et en 365 jours dans une année. Ça, c'est des informations que l'IA aura toujours vraies normalement, encore que ça pourrait arriver qu'elles soient fausses. Mais normalement, maintenant, les IA sont assez solides là-dessus. Mais les informations de Evergreen, par exemple, j'ai demandé ça mi-février. Il m'a dit 1er décembre, donc à côté de la plaque. Si on demande, je sais pas, par exemple, la représentation du Congrès américain en termes de sénateur démocrate vs sénateur républicain, peut-être qu'il va se planter parce qu'en fait, il a des données historiques, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc tout ce qui a tendance à changer, on n'utilise pas l'IA. Ça, c'est un petit rappel au cas où. Une bonne manière de donner beaucoup d'informations complètes, c'est d'avoir des briefs qui soient extrêmement complets. Moi, c'est quelque chose sur lequel je mise tout le temps. Soit on fait rédiger par quelqu'un qui est vraiment expert dans cette thématique, qui va nous coûter honnêtement, en général, assez cher, mais ça permettra de ne pas passer de temps à faire un brief et d'avoir quelqu'un qui est très expert, ou du moins un brief un peu plus léger, et d'être sûr de son information. Soit on fait des briefs qui sont extrêmement complets, et un brief qui est extrêmement complet, honnêtement, il sera vraiment fait parfaitement que par un expert. Imaginons par exemple qu'on parle de la Tour Eiffel, là en l'occurrence, c'est l'exemple que je voulais donner. Voilà, on va dire intro sur la Tour Eiffel, je veux que tu me donnes la date de la dernière rénovation, le nombre de personnes tous les jours qui visitent, le pourcentage de touristes, etc. Et ça permet d'avoir beaucoup d'informations et limite demander à vos rédacteurs plus d'informations qu'ils ne pourront vous fournir. C'est une bonne technique pour avoir une densité d'informations, chose dont on parlera un peu plus tard, qui soit extrêmement haute et complète. Une bonne manière de faire, voilà, utiliser l'IA. Là, encore une fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, par exemple, imaginons que ce soit un sujet, je sais pas, histoire de la Tour Eiffel, j'avais pris les intros et les premiers paragraphes de chaque partie. Donc là, vous ne le voyez pas parce que Gemini coupe le prompt, mais j'avais fait, voilà, ne rédige pas les parties, donne-moi juste les instructions et informations qui ont été cherchées mes concurrents. J'avais partie 1 de copier-coller, partie 2 de copier-coller, et comme ça, il va extraire les informations objectives qu'on a dans les textes de la partie 1 et de la partie 2. Et il va nous donner quelque chose d'intéressant à aller chercher, une troisième partie. Et donc voilà la liste des informations qu'il faut que notre rédacteur doit remplir. Voilà, SGE présente, petit test, le test SGE. Est-ce que la SGE est présente sur la Tour Eiffel, sur le sujet de la Tour Eiffel et les données de la Tour Eiffel? Donc j'ai essayé Eiffel Tower, j'ai essayé Eiffel Tower History, donc c'était pas présent sur les requêtes principales, on va dire, mais c'était présent sur les requêtes Eiffel Tower Data. Donc on avait quelques data liées à la Tour Eiffel. Donc attention, si vous faites de la donnée, c'est là où l'IA est peut-être d'ailleurs le plus facilement peut de sortir l'information, etc., étant donné qu'elle le récupère sur les modèles de données structurées, etc. Et le knowledge graph. Donc là, les données, à mon avis, ça va être assez fatal dessus.
Faites attention si vous êtes donné, ça risque de faire mal les yeux. Ensuite, je voulais vous parler de connaissances pré-recherche. Souvent, on parle de persona. Moi, j'aime pas du tout qu'on parle de persona parce que je trouve que ça donne on a la mauvaise chose en tête. En fait, on crée une identité alors qu'on devrait assembler un agrégat de personnes qui cherchent les mêmes choses, qui ont les mêmes intérêts. Donc voilà, je vous ai fait un petit cas persona pour vous faire voir pourquoi j'aimais pas les personnages. J'ai fait Claire Poitvin, une infirmière. C'est quelqu'un qui ressemble pas mal à ma mère, je pense, honnêtement. Je vous laisserai lire plus précisément toutes les choses pendant le replay. Si jamais ça vous intéresse, vous aurez les slides qui vous seront envoyés, donc vous pourrez lire tout ça. Mais assez simplement, les choses qu'elle aime, le yoga, l'équilibre personnel, etc. Elle aime pas qu'on soit pas d'accord avec l'homéopathie, etc. Et donc, j'ai demandé à Gemini, je lui ai fait un petit prompt, comment est-ce qu'on écrit pour Claire. Donc, j'avais mon persona, et là, je demande à Gemini comment est-ce que j'écris pour cette personne, et il me dit, mets l'accent sur la santé holistique, valorise son expérience d'infirmière. Donc ça, c'est des choses que j'ai vues dans des briefs de contenu, des gens qui demandent, voilà, notre persona, c'est tel type de personne, tel emploi, telle expérience, je veux qu'on lui parle sur ce ton-là, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas parce que ça veut dire qu'on se fixe trop sur un type de personne et pas sur un intérêt commun, malheureusement. Et donc, j'ai pris un autre exemple. J'ai essayé de vous donner un autre exemple qui est l'internaute mystère. Donc ça, c'est l'intérêt commun. En fait, on ne sait pas qui est cette personne. On sait juste qu'il y a un intérêt commun qui a cherché meilleure huile de CBD. Donc la personne, elle aime l'huile de CBD apparemment et elle aime se renseigner sur Google. C'est les 2 points qu'on a. Donc voilà, pas besoin de faire des grands personnages à mon avis. Et enfin, je me suis demandé comment est-ce qu'on va écrire pour cette personne mystère, pour Monsieur Mystère, qui a cherché meilleure huile de CBD. Et en général, quand je me demande comment est-ce qu'on va écrire pour quelqu'un, on connaît ça. Déjà, on définit, on l'a fait tout à l'heure, on définit sa question. Quelle est sa question? Donc, meilleure huile de CBD, c'est assez facile, c'est quelles sont les meilleures huiles de CBD? Donc, on a sa question. Maintenant, on va se demander, et c'est là où je pense que c'est important, qu'est-ce que cette personne, elle sait déjà? Et parce que si on parle à quelqu'un en lui donnant des choses qu'elle sait déjà, ça va pas être intéressant pour lui. Ça va pas être top, et en fait, il lui faut quelque chose qu'il sait pas, et il vient chercher de l'information, donc on ne va pas lui parler des choses qu'il sait déjà. Et donc, ça, c'est Gemini. Les points que je vous ai notés, c'est Gemini qui me les a donnés, mais assez simplement, il connaît la différence entre... il sait ce que c'est que le CBD, il connaît les formes de consommation, il sait que c'est pour le stress, l'anxiété, les douleurs, etc. Il sait pourquoi il vient le chercher. Il cherche juste la meilleure au final. Il veut les avantages et les inconvénients de chacun. Il veut qu'on les compare, etc., etc. Peut-être qu'il y a des petites choses qu'il ne sait pas encore. Par exemple, le spectre complet vs spectre large vs isolat. Ça, c'est un peu du jargon de vendeur de CBD, mais voilà, pour vous donner un peu des spécificités que peut-être cette personne ne connaît pas. Donc voilà, je vous fais voir quelles sont les connaissances que quelqu'un connaît déjà. Donc en fait, prenez votre mot-clé. Là, en l'occurrence, on a pris l'exemple avec mes huiles de CBD. Qu'est-ce que la personne sait déjà? Et bien, toutes ces choses-là, il vaut mieux pas qu'elles soient dans notre contenu parce que ça ne va pas être du contenu très intéressant pour cette personne. J'ai fait plusieurs tests. On est avec CMJ aujourd'hui, donc on va faire plaisir. On va tester CMJ un peu. J'ai testé CMJ. J'ai testé CMJ sur plusieurs choses. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un petit brief meilleure huile de CBD. J'ai envoyé la outline qu'il propose de base avec c'est moitié intelligence artificielle, moitié scrap, je crois. Et donc, voilà, il y a quelques points qui sont intéressants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des points avantages, inconvénients, comment choisir. Voilà, ça, c'est des trucs qui sont intéressants quand quelqu'un cherche une requête meilleure, quand il cherche un comment choisir, etc. C'est toujours intéressant d'avoir ces choses-là. Comment choisir? Avantages, c'est des points qui reviennent tout le temps. On parlait tout à l'heure, peut-être que la personne ne connaît pas qu'est-ce que le CBD full spectrum, la différence entre full spectrum, entre isolat, etc. Donc, des petits détails du CBD. Et donc là, en l'occurrence, intéressant parce qu'on a cette partie-là. Et enfin, au début, on a comprendre les huiles de CBD. Comprendre les huiles de CBD, il y a 2 manières de l'interpréter. Et soit on se dit comprendre l'huile en tant que concept. Et dans ce cas-là, c'est pas très intéressant pour un internaute de comprendre l'huile en tant que concept parce qu'en fait, une personne qui vient comprendre l'huile en tant que concept, si une personne est intéressée pour acheter de l'huile, elle sait déjà ce que c'est que le concept de l'huile, donc ce sera pas très intéressant pour elle. Mais comprendre les huiles en global et qu'on lui dise la meilleure huile, c'est celle-là, la deuxième meilleure, c'est celle-là, ou alors pour le stress, c'est celle-là et pour la douleur, c'est celle-ci. Dans ce cas-là, ça devient extrêmement intéressant si on parle de l'huile, des huiles au singulier et chaque identité. Donc voilà, potentiellement les huiles, si on le traite en tant que l'huile, le concept, c'est pas intéressant et on n'est pas vraiment dans la réponse à l'internaute. Il le sait déjà en fait, ce que cette personne-là, ce que c'est qu'une huile de CBD. Il a envie de savoir c'est quoi les meilleures. Donc, comprendre les meilleures, comprendre les huiles de CBD, je l'aurais juste reformulé en les meilleures huiles de CBD assez simplement et hop là, on commence, on envoie direct l'information des meilleures huiles de CBD. Et en faisant ça, normalement, on a une page qui est globalement très intéressante pour notre internaute, Monsieur Mystère. Alors que si on avait juste voulu écrire voilà, parler à son cœur et respecter les convictions de notre infirmière, on n'aurait peut-être pas été super pertinent avec les informations qu'elle a ou pas.
On en parlera plus tard, mais les SGE ne touchera pas certains secteurs. En effet, Google ne se mouillera pas sur tous les secteurs. Et typiquement, le secteur du CBD, qui peut être un secteur parfois qu'on peut considérer comme un peu touchy. Moi, personnellement, c'est pas un secteur que je considère comme touchy, mais je sais que certaines personnes se disent toujours, ouais, le CBD, c'est particulier comme secteur. Et c'est le cas pour Google en tout cas. Et donc, Google n'ira pas sur les SERP liés au CBD. Il n'ira pas sur plein d'autres SERP. Mais on en parlera un peu plus tard. Ensuite, on attaque le sujet de la pyramide inversée. Pyramide inversée, c'est vraiment un sujet que je trouve extrêmement important et que j'ai très souvent insisté dessus pour mes personnes, pour les gens que je manageais et mon équipe de SEO. Pyramide inversée, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on parle de pyramide inversée? Parce qu'il n'est pas rare que les gens qui rédigent du contenu pour le web rédigent du contenu avec un plan académique. Donc, ils rédigent avec une introduction, ils rédigent avec une première partie, avec une deuxième partie et avec une conclusion. Et donc, quand on va analyser ces articles, quand on regarde ces articles, on voit que l'introduction et on prépare le sujet globalement. La première partie est un élément distinct, c'est une partie intéressante. La deuxième partie est une autre partie, donc par exemple les avantages d'un produit, les inconvénients d'un produit. Et ensuite, on va avec la conclusion, qui va faire un avis global et un petit plus, petit moins, un résumé de l'article en soi. Maintenant, je pense pas que ce soit la bonne manière de faire. Imaginons que vous soyez pressé, vous êtes sur Internet, vous êtes sur votre téléphone, est-ce que vous avez envie de scroller un article complet pour aller chercher les avantages, les inconvénients, etc. et d'aller à la fin pour avoir un avis? Non, honnêtement, c'est pas ce que vous souhaitez. Je pense pas que c'est ce que vous souhaitez. Et donc, plusieurs choses sont importantes. Je pense qu'il faut répondre à une requête d'internaute comme on répondrait à l'oral. Par exemple, si demain, quelqu'un me demande c'est quoi la meilleure huile de CBD, je ne vais pas commencer à lui dire par écoute, je vais prendre 10 minutes pour te parler des huiles de CBD et reconceptualiser d'abord le CBD, etc. Et ensuite, je vais te donner les meilleures huiles de CBD. Non, ce que je vais lui dire, c'est que directement, en tant qu'expert, parce que si quelqu'un vous pose une question, c'est que vous êtes un expert, je vais lui dire les meilleures huiles de CBD, c'est ça, ça et ça, en fonction de si tu cherches pour le stress, la douleur, etc. Ensuite, je vais lui dire attends, on va détailler un petit peu plus. On va aller dans la douleur, par exemple. C'est la douleur qui t'intéresse? Ok. Parce que, imaginons qu'on sache que les gens cherchent plus pour la douleur, que les gens cherchent plus pour le stress, que les gens cherchent plus pour l'anxiété, etc. Ça, normalement, on le sait avec les recherches Google. Je n'ai pas encore assez d'expertise sur les huiles de CBD pour vous dire précisément pourquoi les gens cherchent le plus. Mais imaginons que ce soit la douleur. On va dire, ok, si tu cherches de la douleur, on va te conseiller ça pour ces cas d'usage, ça pour ces cas d'usage, etc. En fait, aller de plus en plus dans le détail, mais on commence par l'essentiel. Et la conclusion, c'est un élément qui ne devrait même pas exister. Le mot conclusion sur Internet ne devrait pas être présent. Pas de conclusion. Parce qu'une conclusion, c'est un avis global, c'est un résumé, c'est ce qui est le plus intéressant en fait. On devrait toujours commencer par une conclusion. Donc, tous les articles web, je pense, ils doivent commencer par une conclusion. Et donc, ils ne doivent pas commencer par une conclusion qui soit une conclusion, mais ils doivent commencer par un point clé, un petit paragraphe qui permet d'avoir tous les éléments de base et d'avoir toutes les choses intéressantes qui seront dites dans l'article, qui sont résumées en quelques points. Donc voilà, les points clés, si vous ne savez pas comment les faire, vous prenez votre conclusion, vous la mettez en bullet point. Ça, c'est la meilleure manière de faire, très simple, très efficace. Et on répond dans une page, je trouve, comme on répondrait à l'oral. Si on se met dans cette manière de réfléchir, on gagne 90% d'avance sur les gens qui produisent du contenu. Et ensuite, ces règles de la pyramide inversée, elles s'appliquent à la page globalement. Donc, elles s'appliquent évidemment à toute notre page de meilleure huile de CBD. On commence avec la base, les huiles de CBD, etc. On parle de l'isolat, on parle de tout ça. Mais ça s'applique aussi à chaque partie. Donc, en fait, quand on va commencer avec les meilleures huiles de CBD et qu'on va faire une intro sur les meilleures huiles de CBD, on va pas commencer en disant la 10e, celle-là, la 9e, celle-là, avoir un petit classement à la YouTube pour gratter du watch time et pour descendre un peu plus bas, etc. Non, on va dire la première directement. Quelqu'un qui demande les meilleures huiles de CBD, il veut savoir le meilleur. Ensuite, peut-être qu'il veut savoir le deuxième, troisième, mais il veut rarement savoir le 10e en premier. Donc, commencez toujours toutes vos parties, tous vos contenus par la chose la plus intéressante, directement en une phrase, en 50 caractères, et ça vous permettra en plus de gratter des positions zéro. Petit instant tips, je vous donne cet article-là, je vous ai présenté le concept largement. Je vous donne cet article, vous pourrez aller le lire. C'est un article qui est extrêmement intéressant et qui, je trouve personnellement, de tout ce que j'ai lu sur les concepts de l'écriture web, résume le mieux le concept de la pyramide inversée. Donc, j'ai testé sur CMJ. On va revoir cet article sous l'angle de la pyramide inversée. Est-ce que les meilleures huiles de CBD, comme proposé par CMJ, ça répond bien au système de pyramide inversée? Donc, il faudrait analyser. Déjà, on voit que, alors, comprendre les huiles de CBD, comme on disait tout à l'heure, on va prendre l'angle où on dit qu'il nous donne huile 1, huile 2, huile 3, huile 4, huile 5, comme on disait tout à l'heure. Comme ça, c'est plus pratique. On sait que c'est bien. Et quand on le prend sous cet angle-là, comprendre les huiles de CBD, c'est un très bon H1, un très bon H2 et une très bonne manière d'introduire.
reformuler encore une fois quelles sont les meilleures huiles de CBD, parce que comprendre les huiles, ça fait un peu genre on va vous donner plein de concepts, alors que quelles sont les meilleures huiles, boum, on rentre direct dans le tas et on sait de quoi on parle. Qu'est-ce que le CBD full spectrum? Potentiellement, ça peut être intéressant, notamment pour comprendre la suite de l'article. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir au début. Mais personnellement, je pense que j'aurais mis un poil plus bas. Et ensuite, il faudrait voir si les plus importants pour les gens, c'est le sommeil, la douleur et l'anxiété, dans cet ordre-là ou pas. Si c'est le cas, dans ce cas-là, on est all-in et on a bien fait les choses. Ensuite, voilà, je vais vous apprendre progressivement à vous démarquer sur Google. Moi, comment est-ce que je fais pour me démarquer sur Google et c'est quoi notre stratégie? Cette partie, elle part pas d'un constat, mais d'un brevet que j'ai récupéré de Google, que j'ai vu de Google, qui disait, et de quelqu'un qui l'avait décortiqué, qui théorisait dessus, et qui disait, et c'est le cas sur les requêtes américaines, si vous regardez par exemple meilleures huiles de CBD, je pense que c'est le cas, le top 5 ou le top 10 aux US, les 10 contenus sont exactement les mêmes, ils sont tous suroptimisés, on a tous 5000 mots, c'est tous très dense en information, c'est de très bonne qualité, hein. Globalement c'est de très bonne facture, mais c'est globalement les 10 mêmes contenus. Et donc parce que c'est la meilleure manière, c'est le meilleur contenu possible en fait, ils sont arrivés presque au plafond de verre du meilleur contenu possible. Et donc Google va commencer à dire, si vous faites tous les mêmes contenus, et c'est ce qui risque d'arriver, que tout le monde fasse les mêmes contenus, parce qu'en fait, c'est la meilleure manière de produire le meilleur contenu et la meilleure information, on va vous demander de vous démarquer. Comment est-ce qu'on va faire pour se démarquer? C'est là la grande question. Il y a deux manières de se démarquer, soit on est mieux, soit on est différent. Moi, c'est les deux grandes manières que je donne. Être mieux, c'est mieux, comme vous vous en doutez. Ou être différent, c'est une bonne option à adopter. Je pense que ça ne sera pas la meilleure sur le long terme, mais c'est une bonne manière de faire aussi. Et elle convient bien et elle est un peu plus facile. Comment on fait pour être mieux? On apporte une nouvelle information. Moi, c'est un peu ce que je décrivais à mes équipes comme le prix à payer pour rentrer sur la table. Typiquement, quand vous avez une table de poker, vous devez payer X euros pour rentrer sur la table. Et donc, c'est le prix que vous devez payer. C'est qu'est-ce que vous mettez sur la table, en fait, c'est simplement. Et on se souviendra des films où ils mettent les clés de voiture ou des choses comme ça. Ça donne des scènes mythiques et c'est top. Et en fait, à vous de relayer ces scènes mythiques dans les cercles. On va devoir arriver avec une nouvelle information. Je vais vous expliquer après comment créer une nouvelle information qui n'a jamais été lue sur Internet, qui est une nouvelle information complètement exclusive et qui fait que vous avez l'avantage sur vos concurrents. Les deux autres manières, c'est la première, très simple, traiter l'information avec soit un nouvel angle, soit un ton qui soit original. Je vais vous expliquer tout de suite comment faire. Et la dernière, c'est bombarder avec des exemples très simples, mais efficaces et assez létales comme méthode, je pense. Je vais vous détailler ça, vous allez voir, c'est sympa. Première chose, changement d'angle. Je vous décris comment est-ce qu'on fait un changement d'angle. Changement d'angle, par exemple, vous connaissez tous les produits, les tests produits FR Android. Si vous ne les connaissez pas, allez-y parce que c'est une masterclass de review et d'affiliation à FR Android. C'est un des plus beaux sites qui a été fait en France en termes d'affiliation. Donc voilà, big up la team FR Android. Et alors qu'il est, en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils testent les produits. Imaginons qu'ils sortent le nouveau Pixel 8, Pixel 8, Pixel 7, allez, SSQ8, Pixel 8. Ils sortent le nouveau Pixel 8. Et donc, alors, ce qu'il ferait, c'est qu'il prendrait un expert sur le téléphone, il testerait le produit, il testerait voilà, combien de temps ça dure la caméra, combien de temps ça dure ça, est-ce que les photos sont de bonne qualité, est-ce que c'est facile de taper. Et ensuite, l'expert vous fait une analyse. Chose qu'on pourrait faire si on avait la force de frappe d'FR Android, parce que FR Android a cette force de frappe et en fait, il pourrait le faire, ça serait la même chose, mais fait au lieu d'avoir un angle de un expert vous donne son avis, c'est une agrégation d'avis de la part de plusieurs utilisateurs. Et donc, on pourrait avoir tous les utilisateurs de Pixel 8 qui vous disent, par exemple, on agrège toutes les données, on voit votre temps de batterie moyen quand vous êtes en train de regarder une vidéo. Vous faites un sondage, il vous donne toutes vos données et on dit le temps moyen selon 27 utilisateurs qui utilisent le Pixel 8 depuis en moyenne 10 semaines et de 17 heures de batterie quand on regarde une vidéo. Et en fait, quand vous avez ça, vous avez un nouvel angle, une nouvelle chose. C'est une information qui est complètement différente, qui est la même au final parce qu'on parle de temps de batterie, on parle d'utilisation, c'est les mêmes informations qu'on va donner, mais un angle qui est complètement différent, une manière de le faire qui est différente. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on change d'angle et en fait, si toute notre concurrence a le même angle, on peut y aller, donner exactement la même page avec un angle qui est différent et c'est plus la même page. Changement de ton, alors là, on ne réfléchit même pas, c'est directement pour l'IA. Donc là, j'ai utilisé Gemini, j'ai utilisé, réécrit ce paragraphe. J'aime bien le ton satirique, moi, personnellement. Sûrement parce que la satire est un exercice que j'aime bien. Et c'est un ton qu'on retrouvera peu sur Internet, donc peu de chances de s'auto-plagier, etc. Et j'ai noté sans utiliser plus de mots, parce que Google peut avoir tendance, Gemini et les IA en général peuvent avoir tendance, si vous lui donnez juste un cadre en mode réécris cela avec changement de ton. Alors, typiquement, il me donnait des paragraphes qui étaient bien plus grands, donc on n'était plus dans
on n'avait plus la même chose au final et on allait endommager notre contenu sur un autre aspect qu'on verra plus tard qui est le gras du contenu. Donc là, en l'occurrence, changement de ton sans utiliser plus de mots, satirique, boum, changement de ton. Et là, on lit ça, c'est pas du tout la même sensation qu'on a et c'est pas la même manière d'apporter l'information et Google le perçoit. Les utilisateurs le perçoivent et donc changer de ton quand tout le monde a le même ton sérieux, ça peut être intéressant. Je ne vous dis pas d'adopter un ton satirique à chaque fois, évidemment, mais vous pouvez avoir un ton qui est différent et qui est genre légèrement plus intéressant que ce que font vos concurrents. Création d'informations. On va repartir dans le CBD, c'est un domaine que je connais bien. La création d'informations, c'est extrêmement compliqué avec l'IA. C'est même d'ailleurs théoriquement impossible, étant donné que l'IA, elle est feed, elle est nourrie avec, et entraînée avec des informations qui sont déjà existantes. Donc, avoir de la nouvelle information avec l'IA, ça paraît compliqué. Mais par exemple, en humain, je vais vous donner un exemple sur le CBD. On a énormément de e-commerce dans le CBD qui sont détenus par la même entreprise, la Molding. Donc je n'ai pas donné de nom histoire de pas out les gens, les situations, mais typiquement la shopcbd.com, CBDHA, on a trois e-commerce, CBDA, CBD, CBDC, qui sont tous les trois détenus par la même personne. Personne ne l'a jamais dit sur Internet. Si on regarde les mentions légales de chaque site indépendamment, c'est visible, mais personne n'a fait le rapprochement et a dit oui, shop 1, 2, 3 appartiennent à cette holding-là. Si vous le dites et que vous êtes le premier à le dire, vous venez de créer une information. C'était une information que personne n'avait collectée ensemble, regroupée pour lui donner naissance sur Internet. Donc, c'est une bonne manière de créer de l'information. Et enfin, bombarder avec des exemples. Bombarder avec des exemples, c'est une manière qui est facile à faire, je trouve, et qui est honnêtement un peu plaisir. Parce que c'est facile et quand c'est facile, ça fait plaisir d'avoir des trucs qui marchent et qui sont faciles. Typiquement, imaginez que vous soyez un e-commerce, que vous vendiez des canapés d'angle vert. Ça, c'est mon côté Cdiscount, l'ameublement qui revient. Donc voilà, on veut quel meuble irait bien avec ce canapé d'angle vert pour un salon, par exemple. Et donc là, il me donne plein de styles différents. En fonction de la couleur du verre, est-ce qu'on est sur du vert foncé ou du vert clair, etc., vert forêt. Ça n'arrête pas, les exemples sont énormes, j'ai dû couper là, mais il y avait énormément d'exemples. Imaginez sur votre e-commerce des petits onglets avec des exemples. Votre maison est dans un style comme ça, vous voulez un canapé de cette couleur-là, et là, boum, on a des propositions de contenu avec des propositions d'assemblement, d'autres meubles potentiellement de votre e-commerce. Ça serait énorme honnêtement en termes et de conversion et de contenu et du SEO, ça serait un all-in, donc voilà. Bombarder avec des exemples, ça marche très bien. Vous verrez pendant toute la présentation, je prends des exemples qui sont complètement divers et variés, histoire de vous faire voir que la plupart des stratégies que je vous présente, elles sont complètement applicables dans tous les domaines. Donc là, par exemple, ameublement, ça marche, mais on pourrait le faire avec plein d'autres choses. On va parler un peu des fondamentaux du HIT, du EEAT. Le EAT, pour rappel, c'est expérience, expertise, authoritiveness et trustworthiness. Donc en français, expérience, expertise, autorité et fiabilité. L'autorité, c'est lié au lien, donc bon, on va pas en parler plus que ça. La fiabilité, c'est lié au... Je sais plus à quoi c'est lié. Je crois que la fiabilité, c'est plus les critères globaux du site. Ouais, c'est ça. L'expérience, c'est vraiment lié à est-ce que vous démontrez de l'expérience sur votre site, et ça, on va en parler un petit peu plus tard. L'expertise, c'est la sémantique, clairement. Donc voilà, on va parler maintenant de comment travailler le EAT. Plusieurs choses pour comment travailler le EAT. La sémantique, donc comme on disait, expertise, c'est sémantique. Ça, c'est sûr et certain, tout le monde est assez d'accord là-dessus. Et donc rédacteur expert pour avoir de la bonne sémantique ou alors des bons outils. Les bons outils marchent très bien aussi. On a plein de bons outils de sémantique, SEMJ compris, en France. Et donc, c'est quelque chose qui marche bien. La transparence et l'honnêteté vis-à-vis des auteurs, ça, c'est un truc typiquement qui va aller être intéressant pour le côté fiabilité. Si vous êtes capable de dire, voilà, j'ai mes mentions légales, j'ai mes pages de contact, vous avez mon adresse, vous connaissez mes auteurs, vous connaissez leurs réseaux sociaux. Ça démontre une vraie fiabilité. C'est intéressant. Ça renforce pas tout votre hit. Ça renforce que la fiabilité. Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et ensuite, la first-hand experience. Donc ça, c'est l'expérience qui a été rajoutée il y a peu de temps. Et donc, la first-hand experience, c'est genre démontrer que vous avez vraiment testé le produit, que vous savez de quoi vous parlez, que vous avez une expérience et que vous avez une relation avec ce produit. Typiquement, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de jouer aux Sims sur mon ordinateur. Et savoir que quand vous avez joué aux Sims pendant 5 heures, vous avez mal aux yeux et que vous avez le PC qui vous a chauffé sur les genoux, ça, c'est de la first-hand experience. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on sait uniquement si on a joué aux Sims pendant 5 heures. On sait aussi qu'il y a sûrement un moment où notre Sims il va se bloquer dans un coin ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est des détails qu'on ne sait pas si on a seulement regardé la jaquette du jeu, qu'on a seulement regardé les informations sur Internet. C'est notre expérience personnelle. Et donc, quand on dit ça, les gens vont se dire « Ah ben oui, en effet, il a vraiment joué aux Sims ». Je vais vous donner plusieurs expériences. La première chose, on va parler expertise et sémantique. Expertise et sémantique, on a, là par exemple, on parle de VMC Cave. Donc, j'ai demandé à Gemini, on réutilise l'IA, on utilise l'IA au maximum. Le 2024, c'est l'IA, il faut savoir l'exploiter à 100%.
Quelle est la sémantique qu'un expert de la construction utiliserait pour parler d'une VMC de cave? Plusieurs termes qu'il utiliserait. Il utiliserait VMC simple flux, double flux, hygroréglable, réglable, extracteur d'air. Donc ça, c'est intéressant. Là, on a plein de choses intéressantes qui pourraient être, qu'on devrait mettre dans un contenu, parce qu'en fait, si on ne dit pas ça, on n'est pas un expert. On n'est pas un expert sur les VMC de cave. Et donc, j'ai testé sur CMJ, voir est-ce que CMJ, en tant qu'outil de sémantique, nous donnait des bonnes choses. Et donc, ouais, en fait, j'ai vu pas mal de choses. Là, on le voit pas super bien. Mais donc, à droite, dans la colonne options, il y a le côté hygroréglable. Il y a le côté réseau de gain. Donc, c'est des choses qu'on avait déjà vues ici. Voilà, hygroréglable, gain, etc. Mais on a aussi le double flux, l'extracteur d'air, qui sont aussi des choses qu'on a vues ici. Le simple flux, double flux, extracteur d'air. Tout n'y est pas parce qu'il y en avait d'autres là-dedans. Et parce que tout n'est pas forcément important à mentionner. Mais on voit que CMJ est déjà pas mal pour aller mentionner toutes ces choses-là qui sont des termes expertise technique. Et si on ne les utilise pas dans notre contenu et qu'on continue à parler de cave, c'est quoi la cave, etc., et d'être très banal sans utiliser de termes techniques, pas d'expertise. La Fast and Experience, voilà. Là, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un truc qui marche très bien, je trouve, personnellement. C'est la meilleure manière que j'ai de démontrer de la Fast and Experience avec de l'IA, là où l'IA est normalement pas quelque chose qui permet de démontrer de la fast experience. Donc, de l'expérience de première main, quelque chose qu'on a vraiment utilisé. Ce que je fais, c'est la technique, c'est de comparer un produit avec l'autre. Typiquement, en l'occurrence, j'ai pris produit 1, produit 2. On est sur des pistolets à billes. Et donc, j'ai dit, voilà, démontre une fast expérience sur le produit 1, en mentionnant dans cette expérience la comparaison avec le produit 2. Ça, c'est vraiment un prompt, je l'ai essayé. Donc, j'ai mis des descriptions de produit 1, description de produit 2. Et c'est ce qui marche, je trouve, alors qu'il est le mieux pour avoir ça. Prise en main du pistolet à billes, donc là voilà, il va nous expliquer comment est-ce qu'il prend en main le pistolet à billes, etc. Donc on a un peu ce côté-là, et ensuite il compare avec l'autre. Et en fait, quand on lit quelque chose, donc là en l'occurrence il disait par exemple le système HOP de vision du Colt 1911 est plus agréable à utiliser que celui du ASGS TIM 1911. Donc je ne sais pas, je n'ai pas utilisé ces pistolets à billes, je ne peux pas vous dire, je peux vous le confirmer, mais quand on a ce côté où quelqu'un nous dit que quelque chose est mieux que l'autre, eh ben on a l'impression d'une expertise, on a l'impression d'une expérience, on a l'impression d'un test. Si on dit simplement il est bien, on n'a pas l'impression d'un test. Tout le monde peut dire il est bien, tout le monde peut dire ouais, j'ai lu sur Internet qu'il était bien. Mais dire que le produit A est meilleur que le produit B sur un aspect, une caractéristique, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez exclusif à l'expérience que les gens sont censés avoir et de laquelle faire expérience. On va parler des images un peu. Donc, les images, c'est quelque chose d'un domaine que je déteste. Je vous le dis directement. Je suis extrêmement mauvais avec le graphisme. Tout ce que je fais est moche. Mais c'est important d'avoir des images dans un contenu. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai essayé de mettre des petites phrases punchline. Le beau est subjectif, pas les screenshots. Assez simplement, voilà les types d'images que moi je mets dans un contenu. Pourquoi ? Parce qu'un screenshot qui est annoté avec des gros textes rouges, des grosses flèches, etc., ça permet d'apporter une information, ça permet de compléter de l'information, ça permet d'appuyer un propos, ça permet d'appuyer un texte que l'internaute aurait écrit, que notre rédacteur aurait écrit et qu'on aurait produit pour l'internaute. Voilà. Là, par exemple, en l'occurrence, je pense qu'avoir des informations qui sont claires et compréhensibles, c'est beaucoup plus important qu'avoir des informations, des choses qui sont belles. En fait, les choses qui sont belles, ça ne marque rarement, alors que quand on cherche une information sur Internet, on préfère avoir quelque chose qui est intéressant. Typiquement, en l'occurrence, screenshot Word, un peu moche, etc. Mais on sait de quoi on parle. On voit ce qui est en train d'être pointé. Le tir à l'arc, là, par exemple, donc voilà, ça c'est le pire du pire. C'est le pire du pire et le mieux du mieux, parce qu'on voit exactement de quoi on est en train de parler. L'image du tir à l'arc, qui est en bas, on est un peu mieux. Donc on imagine qu'il y a un texte qui accompagne ça, et qu'on voit que le texte met peut-être même des petits 1, des petits 2, rond rouge égale ça, on tire à l'arc comme ça, etc. Donc ça nous permet d'avoir plus d'informations, d'avoir des choses qui sont intéressantes. Mais de pas non plus être dans trop horrible, quoi. On a une photo, etc. Et le dernier, c'est OK. En fait, on va prendre en photo ou on va mettre une image du phénomène qui est en train de se produire. Et on voit qu'on se concentre dessus. On voit que c'est l'élément principal de la photo. Là, en l'occurrence, ça doit être une balle qui s'enraille ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas expert en armes à feu. Mais on voit que c'est un phénomène qu'on est en train de mettre en valeur. Maintenant, les graphismes horribles et le moche, c'est peut-être pas non plus ce qu'on veut partout sur notre site. Peut-être que des fois, vous vous dites, OK, je sais pas quoi mettre comme image. OK, j'ai envie de mettre ça. Donc, on va parler un peu de beau. Assez simplement, pour du beau, si vous voulez du photoréalisme, vous allez chez Midjourney. Si vous voulez du one-click, vous allez chez DALL-E. Donc, DALL-E, c'est ChatGPT. Midjourney, c'est un serveur Discord. Je vous laisserai aller vous renseigner sur les sujets. Typiquement, par exemple, DALL-E, là, j'ai mis tous les éléments qu'on avait déjà vus dans la conf. On a du blackjack, comme on a vu tout à l'heure pour changement. On a des meilleures huiles de CBD. On a tout. On a des armes à feu. On a une tour Eiffel. On a même des panneaux solaires qui se cachent en coin. Donc, ça, c'est one click. C'est directement généré avec DALL-E. On a même une VMC en haut.
On peut pas faire, ça aurait été impossible à faire avec Midjourney en one-click, je pense, ou très compliqué. Ça m'a pris une seconde. Donc voilà, mais c'est moins beau et c'est moins photoréaliste. Ensuite, on va parler de quantité d'informations. Mon credo et mon motto sur la quantité d'informations, c'est mettez autant de mots que les autres, mais plus d'informations. Comme ça, vous avez une page qui est meilleure que vos concurrents, assez simplement. Je vais vous expliquer comment le faire très simplement. Vous écrivez autant de mots que la moyenne du top 3. Donc, vous prenez la moyenne du top 3, autant de mots. Et ensuite, quand votre rédacteur vous a fourni ça, donc imaginons une page de 1000 mots, etc., vous virez toutes les phrases qui sont inutiles. Vous raccourcissez, vous enlevez toutes les choses qui sont inutiles, toutes les mentions qui ne sont pas intéressantes. On enlève. Et ça permet d'avoir un texte qui va être, oh, d'un coup, on passe de 1000 mots à 700 mots. Problème, notre top 3 1000 mots. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute 300 mots. Et donc, on rajoute de l'information. On fait en sorte que ce soit des nouvelles informations qui ne soient pas déjà là. Et on les rajoute. Et ça va être intéressant. Là, je vous donne un exemple. Par exemple, comment réduire le nombre de mots avec GPT. Ça marche à 100%. C'est super bien. Là, je vous donne un exemple sur un nouveau casier en ligne un texte qui avait été écrit. J'ai fait une réduction. Je vous laisserai lire les deux textes. Mais là, on a un texte qui a 35% de moins de caractère count sans perdre aucune information. Donc, en fait, on a perdu 35% de gras, ce que je vous disais tout à l'heure, sur la page. On a toujours autant d'informations dans le texte. Et donc, vraiment top du top, je pense, en termes de quantité d'informations et de ce qu'on va en ressortir. Et en fait, vous finissez par avoir un texte qui est simplement 10 fois meilleur que vos concurrents. Parce que chaque phrase qui est lue est intéressante et possède une information, là où vos concurrents vont avoir des petits moments de flottement dans le texte. J'ai testé sur CMJ, assez intéressant. Donc, deux choses qui sont intéressantes. CMJ promeut toujours le fait d'avoir des rédacteurs assistés et pas de l'intelligence artificielle pure et dure. Et donc là, par exemple, ça serait intéressant. J'ai généré du contenu, par exemple, j'ai généré les paragraphes sur la VMI et la VMC. Et donc, en fait, malheureusement, il a pris comprendre la ventilation d'une cave humide directement sur VMI VMC, alors qu'en dessous, il y avait un système VMI VMC. Et donc, on se retrouve un peu avec une doublette. Si on lit chacune des phrases de ces paragraphes, elles sont toutes intéressantes et elles possèdent tous des informations. Et toutes des informations qui sont intéressantes. Et ça, c'est déjà une grande force et l'IA est très fort là-dessus. Toutes les informations, presque, qui sont proposées dans un texte sont honnêtement assez intéressantes. Le point faible, c'est qu'il est possible, comme ici, que ça se répète sur des longs contenus, mal guidés, qu'on répète les mêmes informations et donc qu'il nous manque à un moment ou à un autre de la nouvelle information pure et dure, bien fraîche, bien bonne. Donc, il y a des fois, on va avoir un peu de répétition entre le début et la fin, chose qu'il faudrait aller corriger avec une bonne retouche humaine. On arrive à la fin de cette présentation, j'ai bien débité, c'est ma petite conclusion. Voilà, on a vu pas mal de fois Gemini, il arrive à faire beaucoup de choses. L'IA est très forte, arrive à faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va se passer quand il voudra agir seul? Qu'est-ce qui va se passer quand Gemini, c'est-à-dire la SGE, va arriver et va vouloir donner les réponses et vous produire du contenu à votre place? Il y a plusieurs solutions pour ça. Moi, j'en vois 3 globalement, qui sont 3 bonnes solutions. La première, c'est sûrement la plus facile et sûrement celle qui vous demande le moins d'efforts, on va dire. C'est de continuer à étudier Google, de continuer à étudier l'IA, de continuer à utiliser Gemini ou de commencer à utiliser Gemini et de comprendre comment fonctionne son algorithme et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il fournira comme information, où est-ce qu'il ira pas, comment ça va se passer et où est-ce qu'il va piquer l'information. Alors qu'il est très difficile de savoir où est-ce qu'il prend l'information. On n'est pas encore assez bon pour savoir ça. Il ne le prend pas dans le top 10 de la SERP, donc ça va être un jeu différent de celui du SEO. Mais voilà, en fait, si on analyse énormément un système, on finit toujours par le comprendre et quand on le comprend, on peut le dominer. C'est le plus important. Deuxième point, aller là où il n'ira pas, comme on l'a vu, le CBD par exemple, c'est un domaine où Google n'ira sûrement pas. Tous les domaines que vous considérez comme dodgy, touchy, un peu limite, on évite d'en parler, c'est pas sexy, etc. Ça, vous êtes assez sûr qu'il n'ira pas. Donc globalement, il y a plein de niches qui ne sont pas touchées et si vous avez extrêmement peur, et il y a des cas où vous pouvez avoir peur, vous faites de l'affiliation pour des baskets, en fait, cherchez la meilleure chaussure de sport, vous allez voir que la SGE domine complètement la SERP et que c'est impossible d'aller la dépasser. Donc ça, c'est un truc qui va être compliqué. Le dernier, c'est aller vers du multicanal. Moi, en fait, j'ai commencé à proposer du contenu SEO sur YouTube il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que j'aime énormément. Et je pense que YouTube est très, très bon. Ça va devenir un moteur de recherche. Peut-être même à terme plus gros Google. Je ne sais pas. On est encore très loin de ça, honnêtement. Mais ça va être une source d'information énorme. Allez sur YouTube, allez sur TikTok. Faites du format court. Faites de la vidéo. C'est sûrement le format de demain. C'est une manière d'échapper les yeux en échappant à Google, carrément. Mais bon, voilà. C'est intéressant. Je vous remercie beaucoup pour avoir assisté à cette conférence. J'espère que tout ça vous a été très intéressant. Et voilà, merci beaucoup Nicolas. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter si jamais vous souhaitez avoir des petites informations de ce style-là, quotidiennement, régulièrement. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci à toi, Léo, pour tous ces conseils. Alors, je vois qu'on a un certain nombre de questions, justement dans l'onglet questions, avec de nombreux votes.
Donc, je te propose que dans les quelques minutes qui nous restent, tu puisses répondre à celles qui ont plus de votes. Alors, il y a une première question qui est si on donne la réponse directement, le lecteur va vite quitter la page et Google, au final, est-ce qu'il risque pas de considérer que le contenu n'est pas pertinent? Ce qui serait un peu contre-productif. C'est Donc ça, c'était notamment, je pense, par rapport à la technique de la pyramide inversée de rapidement apporter la valeur aux yeux du lecteur. Mmh. Alors, 100 c'est vrai que c'est un truc qu'on m'a souvent dit. Moi personnellement, alors c'est fou parce que j'ai les 2 côtés, hein. Des fois je respecte énormément les guidelines de Google et des fois je ne les respecte pas du tout. Mais sur le contenu, je les respecte toujours énormément et Google dit toujours, «Don't be evil» et voilà, on est là pour les internautes, on est là pour les utilisateurs, on leur rend service et donc si rendre service à quelqu'un, ça veut dire qu'ils viennent et qu'ils repartent et ben, tant mieux, il est venu pour une information, on lui donne l'information. On peut essayer de le convertir dans la foulée, on peut lui mettre un petit lien de vente, mais voilà, moi je pense que de mon expérience sur les sites sur lesquels j'ai travaillé, dans tous les cas, les gens partent assez vite du site. Donc autant qu'ils repartent avec l'envoi d'informations et qu'ils se souviennent de nous comme la personne qui a fourni l'information. Et je pense pas que si on garde autant d'informations et qu'on envoie vers les bons endroits à les bons moments et qu'on appelle on pique sa curiosité, ils partent dans tous les cas directement. Je pense que les gens restent en fait au fur et à mesure. Donc pour moi, c'est un faux problème, mais c'est vrai que c'est un peu touchy comme situation. Super, merci à toi. Ensuite, on va avoir une question. Penses-tu que l'on va aller vers des contenus beaucoup plus courts avec Mmh. uniquement la réponse précise aux recherches des internautes et éviter tout le blabla autour d'un contenu? Ouais, alors ça, c'est ultra intéressant. Je pense qu'on y est déjà, en fait, alors qu'il est un contenu qui fait la moitié, de celui du concurrent, avec des informations qui sont avec, une densité d'informations qui est meilleure. Donc imaginons que tu aies genre seulement un quart des informations, tu vois, dans un contenu A et que tu aies, 2 fois plus d'informations, mais 2 fois moins de mots dans un contenu B. Je pense que le contenu B pèsera et portera plus. Je pense qu'à l'heure qu'il est, ce qu'on donne un peu en mode: «On met plus de mots pour mettre du poids», c'est un truc qui est déjà un peu mort. Même si le word count, ça reste un très bon indicateur pour compter le nombre d'informations dans un texte, parce qu'un texte de 6000 mots, ça comporte toujours plus d'informations qu'un texte de 300. Mais en tout cas, on a vu ça déjà, et aux US, il y a déjà une tendance où Google met de plus en plus de contenu très court, de plus en plus et avec l'expertise et l'expérience, ils donnent beaucoup de Reddit et beaucoup de forums, etc. C'est des choses qui ont déjà commencé, je pense. Donc, ce que tu dis, hein, c'est au-delà du nombre de mots, ce qui compte à la fin, c'est justement la densité d'informations par rapport à la question Ouais, d'internaute. Ok. exactement, Donner une réponse complète, au final. c'est ça. Ensuite, on a une question d'Hugo. Pourquoi préférer Gemini à ChatGPT? Ouais, donc ça, c'est intéressant. Ça, je ne préfère pas Gemini à ChatGPT. Je n'aime pas trop Gemini. Je trouve que Gemini est assez mauvais, honnêtement. Mais putain, c'est quoi le truc sur la guerre? Ah mince, j'ai oublié. Un écrivain chinois qui avait fait un livre, je crois bien, sur Sun Tzu, voilà, sur l'art de L'art la de la guerre. guerre. Il dit faut apprendre à connaître tes ennemis mieux que tes amis ou quelque chose comme ça. Et donc, le jour où on va devoir se farcir la SGE en one-to-one et devoir se battre contre elle, il vaut mieux qu'on la connaisse, et la connaître, ça commence par utiliser Gemini avant d'utiliser GPT, en fait, assez simplement. Honnêtement, utiliser les deux, parce que GPT est meilleur que Gemini, je trouve, personnellement, mais utiliser Gemini pour apprendre à le connaître. Et utiliser la bêta de Google SGO State aussi pour mieux connaître SGO. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ouais, testez tous vos contenus, tous vos niches, etc. sur la SGE, et vous verrez que vous pouvez être plus ou moins inquiété en fonction de ce que vous faites, en fait, de type de requête sur lequel vous êtes. Ça peut vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce que vous allez affronter bientôt. Super. Ensuite, on a une question d'Aurore. Selon toi, quel est l'impact de la pyramide inversée sur le taux de rebond ou sur la durée de visite de l'internaute sur le site web? Alors, potentiellement, oui, le taux de rebond va être un peu plus élevé, mais les gens ont plus le temps, en fait. Ils ont plus le temps de passer 20 ans sur un contenu, donc les gens vont pas lire tout votre contenu phrase à phrase. Si jamais ils trouvent pas leur information directement, ils vont repartir dans tous les cas, et il y aura du pogo sticking. Ils vont repartir et ils vont aller chez quelqu'un d'autre. Et ça, pour moi, c'est le pire signal que vous pouvez offrir à Google, c'est que votre concurrent, il aille chercher l'information chez quelqu'un d'autre, c'est que votre visiteur aille chercher l'information chez un de vos concurrents au lieu d'aller le chercher chez vous. Et donc, si vous êtes la dernière page visitée par un de vos visiteurs, pour moi, il vaut mieux avoir taux de rebond à 100% avec dernière page visitée plutôt que l'inverse, parce que ça veut dire que votre visiteur, il est là et qu'il a trouvé l'information qu'il lui fallait direct. Hmm. Et peut-être, je me permets de rebondir sur la pyramide inversée. L'idée, c'est en effet, l'utilisateur n'a pas le temps, mais comment justement je lui fais comprendre l'essence même d'un grand contenu, mais à travers les premières lignes,
pour l'accrocher, en fait, pour qu'ils comprennent que, ah, ok, quand je vais scroller vers le bas, on va parler aussi de ça. Et donc, oui, ça mérite que je scrolle vers le bas. Hein, faut avoir ça en tête. Il va se rendre en tout compte, cas, pour la- c'est ça, il va se rendre compte qu'il lui manque des informations et qu'en fait, il cherche encore plus de choses qu'il ne le croyait. Et ça va l'amener à découvrir encore plus de choses dans le contenu. Mais il faut lui donner l'information très rapidement parce que sinon, il n'ira pas chercher plus. Voilà. Donc, d'un point de vue sinon utilisateur, en théorie, c'est que du positif. Ensuite, on a une question de Guillaume. Est-ce que les sites sponsorisés vont apparaître dans les réponses IA de Google SGE? Je ne sais pas ce que tu entends par site sponsorisé. Alors, site sponsor, j'ose imaginer qu'on parle d'Ads, Google Ads. Ah ouais. J'imagine. Alors, Google Ads, j'ai vu des tests que j'ai fait. Il y a 2-3 modèles qui se battent en duel. Il y a le modèle où il envoie du Google Ads et donc les sites sponsorisés, comme tu les appelles, au-dessus de l'SGE. Donc, en fait, requête, on a le moteur de recherche, Ads 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sûr que ça s'arrête là. Et ensuite, les SGE et ensuite les résultats organiques. Et on a l'autre modèle où alors il fait barre de recherche, SGE, Ads 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, les résultats organiques. Et on a aussi un modèle où il intègre l'ADS dans l'organique. Mais on va voir comment ça tourne. Honnêtement, ça dépend vraiment. Il est en train de bêta-tester sur énormément de choses. Donc, on va voir ce que ça donne. De toute façon, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit inquiet sur les ads. Je rappelle que c'est quand même 90% du chiffre d'affaires de Google. Donc, il ne faut pas être inquiet. Ouais. Si vous êtes en train de payer des ads, ne vous inquiétez pas, vous allez continuer de payer. Il n'y a pas de problème là-dessus. Eh bien, merci à toi, Léo, pour ces différents éléments de réponse. Désolé, on n'a pas pu répondre à l'ensemble des questions, mais allez, ajoutez Léo sur LinkedIn, sur Twitter, pour lui poser des questions. Vous avez son contact sur la slide, là en bas à gauche. Merci à toi, Léo. On se retrouve dans 10 minutes pour la prochaine conférence Cas concret, Groupama, Ganvi, où Alexa et Michel expliqueront globalement comment ils sont allés chercher une petite croissance de 200 000 à 2 millions de visites grâce à une stratégie de contenu orienté utilisateur. Donc, je pense que ça fait de bonnes transitions avec tous les justement conseils que tu as donnés. Ça fait une belle transition avec un cas très concret avec une très belle marque qui est Groupama. Merci encore, Léo. Et donc, à très bientôt tous. Dans 8 minutes, on se voit pour la prochaine conférence. Merci à toi, Nicolas. Et puis, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer les questions auxquelles je n'ai pas répondu sur Twitter et j'y répondrai avec grand plaisir. Et j'ai aussi lancé une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps sur laquelle j'envoie des vidéos régulièrement. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. Ce sera avec grand plaisir que je ferai des vidéos sur tous vos sujets. Merci. Merci encore, Léo. Salut.